bienvenue à cette journée. Et du coup, c'est parti. Quand ma collègue, parce que c'est ma collègue Nafissa qui s'occupait de ce projet Féminin Plus, m'a demandé d'introduire cette journée et d'en assurer le fil rouge, malgré que je me suis promis de ne plus le faire. Chaque année, je me le dis, que je n'accepterai plus, mais j'ai quand même pas pu lui dire non. Et du coup, parce que Féminin Plus, je pouvais pas dire non à porter ce projet. Et en tout cas, le mettre en lumière. Il a été porté par la Maison des Ados qui a osé aborder un sujet encore trop tabou, la précarité menstruelle, chez les jeunes femmes. Les chiffres parlent d'eux-mêmes. Près de 4 millions de femmes et de personnes menstruées sont concernées en France en 2025, soit environ une femme sur 3. Et ce pourcentage atteint 44% chez les 15-25 ans. Les jeunes femmes sont de loin les plus touchées par ce sujet. Des progrès sont réalisés, des initiatives sont mises en place et émergent pour lutter contre cette menace qui pèse sur la santé gynécologique des femmes. Oui, je parle bien de menace. Car les stratégies qu'elles mettent en place pour économiser et contourner cette détresse et cette difficulté financière, ça les expose à des infections, à du stress chronique et du coup qui a des impacts sur leur santé mentale et sur leur capacité cognitive. Au-delà de tout ça, au-delà de ce constat alarmant, au-delà d'un véritable enjeu de santé publique, il y a surtout une loi, la loi du silence, de ce qui dérange, de ce qu'on ne devrait pas dire, paraît-il, ce qu'on devrait taire. Derrière ce mutisme, il y a encore une réalité, en tout cas, pour moi, qui me titille et qui me dérange. C'est encore une expression de plus du poids du patriarcat et de ses dictats sur le corps des femmes. Cette invisibilisation inconsciente et collective de ce qui ne devrait pas se dire, se montrer ou s'expliquer coûte beaucoup trop encore aux jeunes femmes et aux femmes en général. À la Maison des Ados, la question du corps et de sa visibilité, de l'estime de soi, sa construction identitaire sont omniprésentes. Elles surgissent parfois timidement, parfois douloureusement dans nos accueils. Mais elles finissent toujours par trouver la voie de la parole, de la compréhension et du courage. Donc, l'équipe de la Maison des Adolescents de Strasbourg, maintenant depuis un certain nombre d'années, observe, réfléchit, innove et s'allie aux meilleurs acteurs de la prévention, les jeunes eux-mêmes, les ados eux-mêmes. La prévention par les pairs a un double levier, et on l'expérimente de plus en plus dans nos projets. Un accompagnement par l'art thérapeutique d'un côté, et de l'autre, la création d'une campagne portée par les jeunes, pour les jeunes, adressée aux jeunes. Mais l'innovation et la créativité, sans moyens ni partenaires, restent de simples intentions, de simples idées. Donc je profite de cette tribune pour dire alors un immense merci à la DRED pour son soutien financier qui nous a permis de rendre ces idées possibles et concrètes. Un merci tout aussi chaleureux à nos partenaires qui ont ouvert leurs oreilles et leurs portes à ce projet, donc au CSC Au-delà des Ponts, au CSC Fossé des 13 du côté gare et à l'AFPA. Merci également au Centre social protestant et de l'association Caritas qui ont permis l'installation de distributeurs de protection périodique dans nos deux structures, dans tous nos locaux, sans oublier l'association Solidarité Femmes 67, qui a aussi contribué à ça. Donc je finirai tout simplement en vous disant bienvenue à toutes et tous dans cette journée qui nous fera voyager au cœur d'une réflexion profonde, d'une fascination sincère et d'une admiration de première classe pour le travail effectué par 15 jeunes femmes bienveillantes, fabuleuses et qui ont été accompagnées par une super équipe profondément attentionnée dans tout ce déroulé. Donc maintenant, je vais laisser la parole à Madame Karine Bonnemaison, à Anne-Sophie Coloméder pour la première intervention, parler des règles sans tabou. Et je m'éclipse. Bonne journée.
Bonjour à toutes et à tous. En tout premier, merci aux organisateurs de cette journée de nous avoir conviés, nous en tant que centre de santé sexuelle. On va commencer par se présenter très brièvement, présenter les missions de notre centre de santé sexuelle, et après on vous parlera plus en détail des animations qu'on fait sur le terrain et des retours en fait, qu'on a, que ce soit des jeunes ou des adultes. Donc nous sommes toutes les deux, nous travaillons toutes les deux au centre de santé sexuelle de la ville de Strasbourg. Donc ma collègue Anne-Sophie, qui est sage-femme, elle est centre de santé sexuelle et PMI, c'est un mi-temps, mi-temps chez l'un, mi-temps chez l'autre. Et moi, pour ma part, donc Karine Bonnemaison, je suis conseillère conjugale et familiale, et je travaille au centre de santé sexuelle, et je suis détachée une demi-journée par semaine à la maison des ados de Strasbourg, où j'interviens aussi avec toute l'équipe de la maison des ados. Alors, notre centre de santé sexuelle, alors ici vous avez la primeur de notre nouveau flyer qui est encore dans les bacs. Donc le flyer actuel, vous allez voir, il n'a pas la même tête, il est sur le stand là-bas pour ceux et celles que ça intéresse, mais c'est normal, on est le même organisme. Donc nous avons deux types de missions. Nous avons des missions médicales, donc tout ce qui est consultation autour de la contraception, autour des infections sexuellement transmissibles, VIH, il y a un petit peu de suivi gynéco, et puis il y a aussi des consultations plutôt psychosociales, donc avec l'accompagnement des couples, l'accompagnement des familles ou des personnes seules qui ont une problématique en lien avec la vie affective et ou la vie sexuelle. Donc là, c'est un petit peu plus ma partie à moi en tant que conseillère conjugale et familiale. Et il y a aussi, pour les personnes qui le souhaitent, on propose des entretiens d'aide à la décision pour une IVG. Et enfin, dans nos missions de centre de santé sexuelle, nous avons aussi des animations, des interventions collectives autour de l'éducation à la vie affective, sexuelle, relationnelle, de la prévention en sexualité. Ça dépend des publics en fait, mais ma collègue va vous en parler un petit peu plus en détail tout à l'heure. Merci. Alors, nos animations collectives. Donc, le but de nos interventions, c'est de lever les tabous autour des règles. Cela ne signifie pas de les exposer dans l'espace public, mais de reconnaître qu'il s'agit d'un sujet intime, personnel, tout en permettant d'en parler ouvertement et sereinement. Donc, nous, on intervient dans le cadre du programme d'éducation à la vie affective et sexuelle, qui est inclus dans le programme de l'éducation nationale, qui normalement, c'est 3 heures par an de la maternelle au lycée. C'est fait à la demande de la CEA ou des établissements scolaires, et on est aussi sollicité par des associations, on vous en parlera essentiellement d'une de la JIP, pour pouvoir parler de ce thème des règles. Donc notre public cible, ce sont les 4e, en lien avec leur programme de SVT sur la reproduction. On intervient aussi en classe de 3e, et puis sur les publics non scolaires, donc là il n'y a pas de niveau scolaire qui est demandé. Donc nos interventions en classe de 4e, ça concerne essentiellement des collèges qui sont en REP+. On a fait le choix d'1 heure d'intervention en groupe non mixte. Donc on est avec des groupes de soit de garçons, soit de filles, de 10-12 élèves. Et surtout, ce qui nous paraît important, c'est d'avoir exactement le même discours sur les règles pour les garçons et les filles. On fait aucune différence dans nos groupes. Après, effectivement, on s'adapte aussi beaucoup à leurs questions et à leurs interrogations. Enfin voilà, on n'a pas un discours qui est calqué d'intervention en intervention. On a des fois des interventions qui sont très différentes d'un groupe à l'autre parce que les problématiques et les questions ne sont pas du tout les mêmes. Donc déjà, sur le déroulé de nos interventions, on part de la base, des choses qui normalement ont été vues en cours de SVT, mais qui ne sont pas toujours très bien intégrées. Donc on reprend des rappels anatomiques simples avec les parties génitales internes, utérus, trompe, ovaire, vagin, clitoris, les parties génitales externes, vulve, clitoris. Donc on leur présente, on a des modèles et on va leur présenter nos petits modèles pour qu'ils ce soit un peu plus pertinent pour eux, parce que souvent ils ont des planches anatomiques dans leur livre de SVT. L'idée d'un utérus qui en fait est en 3D est des fois quelque chose d'assez surprenant pour eux. Donc on reprend des choses vraiment très simples. Ensuite, on fait aussi des rappels sur qu'est-ce que le cycle féminin, qu'est-ce qu'ils en savent et comment fonctionne ce cycle féminin. Et effectivement, on fait bien sûr un lien sur contraception et infections sexuellement transmissibles et lieux de dépistage. Alors, je me permets juste de s'interrompre. On a mis en photo le matériel qu'on vous montre là, on l'a mis en photo, c'est exactement le même. C'est pour que ceux qui sont au fond, vous puissiez bien le voir. Ensuite, on a une partie sur les protections hygiéniques. Donc là, on va aussi leur montrer
concrètement ce que c'est. Donc, déjà, on les questionne. Qu'est-ce qu'on peut utiliser quand on a ces règles? Donc, souvent, ce qui revient le plus souvent, c'est les protections jetables, mais on va aussi leur montrer les protections lavables, on va leur montrer les culottes menstruelles, on va leur montrer la cup. Ensuite, alors certaines sont un peu perturbés ou certains sont un peu perturbés par ces types de protection. On leur explique bien en fait que le but c'est qu'ils connaissent en fait tout ce qui existe, qu'ils s'approprient en fait ce qui leur convient le mieux, qu'on ne fait pas un choix définitif pour toute la vie, que des fois au cours même d'une période de règles en fait on peut changer. Le premier jour on a plutôt une protection et puis le deuxième jour autre chose. Et ce qui est important c'est que c'est leur choix pour les filles et que c'est elles qui décident en fait ce qu'elles vont utiliser. Ensuite, notre intervention pour les groupes non scolaires. Donc, c'était un atelier qui avait été demandé par la JIP, qui est une association d'éducateurs de rue. C'était la JIP du Neuhof qui nous avait sollicité dans le cadre d'un appel à projet. C'était les filles et les règles. Donc là, on était sur une intervention d'1h30 au sein des locaux de la JIP. Et c'était un groupe de 5 filles volontaires. Je crois que c'était pendant les vacances scolaires qu'on avait fait ça. Il y avait une boîte à questions, donc vraiment en lien avec les règles. Et puis nous, on est revenu sur, encore une fois, quelque chose de très basique. C'est les rappels anatomiques comme ce qu'on fait en classe de 4e. Et puis, plus particulièrement, avec eux, on avait pu utiliser un autre outil qui permet de symboliser en fait le cycle féminin, où en fait on peut, c'est une frise menstruelle et en fait les jeunes filles peuvent placer dessus où est-ce que se situent les règles, au bout de combien de temps elles reviennent, combien de temps elles durent, où est-ce que se situe l'ovulation. Et c'est une frise qui a aussi un petit, voilà, avec des scratchs, ils peuvent venir le positionner sur la frise. Et puis on a aussi des petits scratchs où il y a les spermatozoïdes sur le temps de survie d'un spermatozoïde, ce qui nous permet après de faire un lien avec la contraception. Et le fait qu'on puisse manipuler en fait ce cycle, qu'on puisse vraiment se l'approprier, elles ont trouvé que c'était, elles ont enfin compris en fait comment ça fonctionnait. Oui, ils s'achètent. Alors, le fait de montrer toutes ces choses, je reviens un tout petit peu en arrière, le fait de montrer les objets, en fait, vraiment très concrètement. Alors, les objets, enfin, ce qu'on vous a montré, utérus, vulve, clitoris, ça participe, mine de rien, à lever les tabous. Parce que ça devient concret, tout simplement. Alors, par contre, voilà, on le fait avec délicatesse, hein, on n'arrive pas dès le début en montrant tout sur la table. Non, on amène les choses progressivement parce qu'il ne faut pas les braquer non plus. Sur le fait de montrer aussi les protections hygiéniques, mine de rien, le fait de les montrer, de les faire circuler, en fait, bien sûr, ce sont que des objets de démonstration, hein, ça n'a pas été utilisé, c'est ce qu'on leur dit aussi. Il y en a qui ont peur, oh là là, on va pas toucher ça, non. Mine de rien, ça leur permet de voir concrètement à quoi ça ressemble, comment c'est. Les culottes menstruelles, souvent, ça les intéresse beaucoup aussi. Ça participe à rendre concret la chose et à lever le tabou. Oui, en fait, c'est là, on le touche. Donc, ça devient familier. Attends, j'ai juste oublié une petite chose. Quand on parle des protections hygiéniques, on aborde aussi un sujet important qui est celui de la douleur et du ressenti au moment des règles. Et donc, on leur demande déjà d'emblée, est-ce que les règles, ça fait mal? Donc, souvent, c'est oui. Certaines nous disent non. Enfin, voilà, et ça permet, en fait, de leur dire qu'est-ce qui est normal, pas normal, à quel moment, en fait, il faut être amené à en parler, à consulter, où est-ce qu'on peut aller consulter. Et souvent, le repère qu'on leur donne, c'est que les règles, ça ne doit pas les empêcher de se lever le matin, d'aller avec leurs copines, d'aller au collège. Voilà, ça ne doit pas les empêcher de vivre, même si c'est un moment un peu particulier. Donc, on insiste beaucoup sur la douleur et le fait que c'est pas une fatalité, c'est pas parce qu'elles sont des filles qu'il faut qu'elles aient mal pendant leurs règles et surtout qu'il faut venir en parler. Ensuite, on leur dit, si c'est avec votre maman que vous êtes à l'aise, allez-y, une grande sœur, venez nous voir au centre de santé sexuelle. Et c'est en retour, enfin en fin d'intervention, Karine vous en parlera, mais c'est souvent des questions qui reviennent. Elles reviennent nous voir pour des questions très personnelles en fin d'intervention là-dessus. Alors Anne-Sophie en a parlé un petit peu, à part les associations qui nous contactent exprès pour ça, parler juste des règles, nous quand on parle des règles c'est dans le cadre de la prévention, sexualité, IST, contraception, mais du coup le fait de montrer tous ces objets anatomiques, ça nous permet aussi de leur montrer d'où viennent les règles, notamment avec ça,
souvent la plupart, que ce soit les garçons ou les filles, hein, ils font l'amalgame entre vagin, utérus, c'est un peu mélangé tout ça. Donc le fait de leur montrer, ça leur permet de dire là il y a les règles, là il se passe la grossesse dans l'utérus, et dans le vagin il y a le rapport sexuel, les règles s'écoulent par là, mais c'est pas de là qu'elles viennent. Voilà, et ça permet de rendre les choses très concrètes en fait. Et pour tout ce qui est vulve et clitoris, ça nous permet de faire le lien avec l'excision. Voilà, on parle forcément de l'excision. Qu'est-ce que c'est, quelles sont les peines encourues pour les personnes qui forcent les filles à se faire exciser. On parle aussi du coup du clitoris avec les garçons comme avec les filles. Donc ça nous amène sur le plaisir sexuel. Qu'est-ce que c'est? Est-ce que c'est bien? Est-ce que c'est mal? Est-ce que les filles aussi peuvent avoir du plaisir? Voilà. Donc en fait le sujet des règles finalement est aussi propice à parler de plein d'autres choses qui sont liées tout simplement. Alors justement, quand on parle de tout ça, quelles sont leurs réactions? Alors, il y a d'une part la réaction des jeunes qu'on a en face de nous, et je vous parlerai aussi de la réaction des adultes. Alors, en règle générale, il y a une différence entre la réaction des filles et la réaction des garçons. Les filles, étonnamment, sont plutôt gênées au départ. Pourtant, on est entre filles, on fait des groupes non mixtes, donc on est entre filles. Elles sont assez gênées. Et notamment, comme je vous disais tout à l'heure, quand on passe les protections, dans certains groupes, elles veulent même pas les toucher. Oh là là. Et puis finalement, le fait que nous, on en parle très librement, sans tabou, avec beaucoup de délicatesse, mais on dit les mots. On va pas faire des périphrases ou des métaphores. On emploie les mots qui sont utilisés dans le vocabulaire médical. Du coup, ça les met à l'aise. Elles voient que nous, on est à l'aise d'en parler, et petit à petit, la parole se libère, et puis elles posent leurs questions. Puis après, il y a quand même un effet de groupe. Il suffit que dans le groupe, il y en ait une qui soit un peu leader, qui ose. Bon, après, on est sûr qu'on a l'adhésion de tout le groupe. Donc mais ça, c'est partout pareil. Contrairement aux garçons, qui eux sont super curieux. Donc très souvent, c'est la première fois qu'ils sont en contact avec les protections hygiéniques. Donc même si pour certains, ils en entendent parler dans la famille, mais voilà, de manière assez lointaine. Là, ils peuvent toucher, ils peuvent voir, ils peuvent comprendre à quoi ça sert. Et du coup, ils montrent beaucoup de curiosité. Et beaucoup font le lien que, mais oui, en fait, ma mère, elle est concernée, ma sœur, elle est concernée. Et donc, le fait de rendre tout ça familier, ça le fait rentrer dans leur quotidien des garçons. Ça participe à lever les tabous, tout simplement, parce que ça fait partie de leur quotidien. Donc, c'est très intéressant de voir ces deux réactions différentes. Et c'est vrai que chez les garçons, on n'a quasiment jamais eu, à mon souvenir, une gêne où, quand on montre les protections hygiéniques, où non, faut pas le voir. On a plutôt ça chez les filles. Ouais, les garçons sont assez libres finalement là-dessus. Alors du coup, parler des règles, ça soulève beaucoup de fausses croyances et de représentations qu'on va chercher et qu'on va travailler avec eux. Alors, première chose, les règles, on n'en parle pas. Les règles, c'est tabou, on n'en parle pas. Et dans certaines familles, on s'en est rendu compte en discutant même avec les groupes de filles, dans certaines familles, même en tant que fille, en parler avec sa mère, c'est moyen, quoi. Ça se fait pas, on va en parler juste si vraiment on a un gros problème, mais sinon on n'en parle pas. Donc cette transmission qui nous paraît relativement normale, on se dit à la limite, entre mère, fille, ou entre grande sœur, petite sœur, on en parle entre nous, finalement, dans certaines familles, c'est même pas le cas. D'où la nécessité de pouvoir en parler dans nos actions collectives, quel que soit le cadre. Il y a aussi cette représentation qui est courante, que ce soit chez les garçons comme chez les filles, que le sang, c'est sale. Donc là, on prend le temps, on leur demande, mais quand vous vous coupez sur la main et que vous saignez, est-ce que ce sang-là, il est sale? Non, c'est pas sale. Alors pourquoi le sang des règles, il serait sale? C'est du sang aussi. Voilà, on essaie de travailler sur ça. Il y a aussi cette fausse croyance que le sexe pendant les règles, c'est interdit. Alors là, on essaie de questionner. D'où ça vient? Pourquoi vous pensez ça? Alors souvent, c'est associé au fait que le sang, c'est sale. Mais il y a aussi derrière la notion que le sang, c'est impur. Donc, on essaie de faire la distinction. Ce qui est pur n'est pas forcément propre. Ce qui est impur ne veut pas forcément dire sale. On essaie de retirer en fait l'amalgame pur égale propre, impur égale sale. Voilà, on est sur deux plans complètement différents. Et puis on leur dit aussi que finalement, et ça fait appel à la notion de consentement, si les deux partenaires sont d'accord pour avoir des relations sexuelles pendant les règles, ça suffit en fait. Il n'y a pas besoin de dire non, il y a les règles, on fait pas. Voilà, c'est une question de consentement. Et comme pour beaucoup de choses qu'on aborde, c'est multifactoriel en fait. On parle
Encore, les règles sont encore un sujet d'ouverture sur d'autres thématiques, dont le consentement. Et puis, il y a la notion de les règles, ça fait toujours mal. Alors, Anne-Sophie en a un petit peu parlé, hein, on en parle énormément avec les filles en particulier, mais aussi avec les garçons. Sur les douleurs, on pose des questions, il y a différents types de douleurs. Déjà, toutes les femmes n'ont pas forcément mal. Et ça, quand on leur dit, la plupart sont surpris, que ce soit les garçons comme les filles. Et puis, bon, là, je ne m'étale pas dessus, Anne-Sophie en a parlé tout à l'heure. Donc, il y a beaucoup de fausses croyances, de représentations comme ça qui émergent. Il y a aussi une chose à laquelle on tient, c'est que pour lever les tabous, pour déconstruire toutes ces fausses croyances, représentations, il faut se rendre disponible en fonction de leur disponibilité d'écoute. Ça veut dire que, déjà, on va pas les heurter, on va y aller avec délicatesse, on va pas, parce que sinon ils vont se braquer, ça sert à rien. Et surtout, on va s'adapter à leur disponibilité d'écoute, c'est-à-dire que, par exemple, avec les publics dans lesquels on intervient dans les collèges REP+, on est obligé de prendre en considération le calendrier de l'année, et pendant les périodes de Ramadan, on ne peut pas parler de ces choses-là. Ils ne sont pas disponibles pour en parler. On l'a testé une année, ils sont comme ça sur la table, la tête dans les bras, ils parlent pas, on rame pendant 1 heure, et puis en plus ils nous disent mais non, faut pas parler de ça pendant le Ramadan. Bon, on l'a testé une année, on s'est dit bon, ça marche pas. Donc maintenant, on adapte aussi nos interventions pour intervenir avec ces publics-là en dehors des périodes de Ramadan, donc ils sont un peu plus réceptifs. Ouais. Et ensuite, on a aussi les réactions des adultes. Alors, les réactions des adultes, elles sont assez étonnantes. Nous, quand on intervient, alors c'est une demande de l'Éducation nationale, mais qui nous correspond bien aussi, on demande systématiquement à ce qu'il y ait quelqu'un de l'établissement scolaire qui reste avec nous. Alors, pas forcément un professeur, ça peut, mais un surveillant, voilà, quelqu'un de l'établissement, qui déjà nous permet de être garant de la discipline, et enfin que ça parte pas dans tous les sens, et puis qui est garant aussi de nos propos, que nos propos ne soient pas déformés par les élèves. Voilà. Et du coup, parfois, on a des professeurs, en particulier les professeurs, c'est moins ça avec les surveillants, mais en particulier les professeurs, nous disent eux-mêmes, en fait, merci d'en parler, parce que moi, en tant que prof, je me sens pas forcément à l'aise dans ma posture de prof. Parler de l'intime, parler des choses du corps comme ça, moi, dans ma posture de prof, enfin, ils sont pas à l'aise. Donc, ils sont contents qu'il y ait quelqu'un d'autre que eux qui le fasse. Et parfois, même les profs de SVT, finalement, de manière assez surprenante. Il y a aussi la question des parents, des éducateurs. Certains parents ne sont pas forcément à l'aise, je le disais tout à l'heure, pour parler des règles avec leurs filles, voire avec leurs fils. Et du coup, il y en a certains qui osent venir nous demander, et en particulier, c'est arrivé à Anne-Sophie en tant que sage-femme. Il y a une maman qui lui a demandé, voilà, je suis pas très à l'aise de parler des règles avec ma fille, mais elle a plein de questions. Est-ce que vous voulez bien prendre un temps avec elle pour lui en parler? Et ça, c'est super, parce que ça veut dire que l'adulte qui reconnaît que lui ou elle ne se sent pas forcément très à l'aise avec ça, n'a pas peut-être les connaissances suffisantes, au moins, il sait où renvoyer pour avoir les informations. Et ça participe aussi à lever les tabous. Dire, ok, moi, je reconnais que je suis pas compétente pour en parler, ou que je suis pas à l'aise pour en parler, mais par contre, je sais vers qui t'envoyer. Voilà, et ça commence comme ça, en fait. C'est plein de petits jalons à mettre dans la vie de tous les jours. Voilà, je pense que j'ai fait le tour. Donc finalement, toutes nos interventions autour de lever les tabous, des règles, parler des règles, montrer tout ce qui est en lien autour des règles, finalement c'est quelque chose qui est extrêmement utile. Je pense que tous ici vous en êtes convaincus, sinon vous ne seriez pas dans cette salle. Mais c'est quelque chose qui prend du temps. C'est quelque chose qui doit se faire avec délicatesse, encore une fois pour pas braquer. Et c'est quelque chose qui devrait être fait par tout le monde, en fait. Mais, encore une fois, comme l'a dit Anne-Sophie en introduction, et ça c'est vraiment une chose à laquelle on tient, c'est que oui, il faut déconstruire, oui, il faut lever les tabous, mais il faut pas le faire n'importe comment. Et c'est pas parce que on a le droit de parler de l'intime qu'il faut l'étaler sur la place publique. Voilà. Donc, faire cette distinction entre oui, lever les tabous d'un côté, mais pas non plus en parler à tout va. Voilà. Ça reste quelque chose d'intime, finalement, les règles. Donc oui, on a le droit d'en parler avec qui on veut, mais dans une certaine mesure. Et puis c'est l'affaire de tous, parce que dans le programme scolaire, en parler une fois dans la scolarité ou une fois par an, quand c'est les établissements qui sont d'accord avec ça de le faire plusieurs fois, ils sont rares. Mais quand c'est les établissements qui le font une fois dans une scolarité, ça suffit pas, en fait, forcément. Voilà. Merci pour votre attention. Je sais pas si on a été très clair. C'était un peu brouillon, mais.
Donc si vous avez des questions, on est disponible pour y répondre. Oui. Juste j'avais une question sur la notion de pureté, par exemple. Comment est-ce que vous en parlez? Comment vous définissez? Alors, on reste sur un plan très linguistique, parce que sinon on commence à rentrer dans les considérations religieuses et compagnie, et ça, on n'y va pas. Mais on parle juste au niveau linguistique. Définition du dictionnaire, pur, c'est quelque chose, ou pur, impur. En gros, c'est quelque chose qui est mis à part et qui, pour un temps, est décidé comme étant pur ou impur, mais ça n'a pas la notion de sale ou de propre. On rentre pas dans les détails, on reste vraiment sur ces phrases-là, parce qu'en plus, bon, déjà on n'a pas le temps, c'est pas le lieu, mais on essaie de rester en termes étymologiques, tout simplement. Alors des fois ça marche, des fois ça marche pas, mais on n'est pas là pour déconstruire ça. C'est juste que, hop, petite piqûre d'ouverture, et puis après ils partent avec, ils y réfléchissent ou pas, mais on s'arrête là. Est-ce qu'en parler en quatrième, c'est pas un petit peu tard? Parce qu'il y a beaucoup de filles qui déjà en élémentaire, avant, alors là je suis en REP+, donc j'ai plus d'élémentaire, mais quand j'avais un secteur, on parlait déjà des règles au moment de la puberté, parce qu'en fait en 6e il y a déjà beaucoup de filles qui ont leurs règles, donc nous on en parle en tant qu'infirmière scolaire quand elles passent en individuel à l'infirmerie en 6e, mais c'est vrai qu'en 4e je pense qu'elles voilà. Est-ce que c'est, enfin, vous intervenez en 4e parce que c'est quelque chose qui a été demandé, une commande ministérielle? Ouais, en fait, la CEA nous recommande d'intervenir en classe de 4e parce que c'est pas uniquement sur les règles, c'est IST, contraception, et donc nous on a intégré les règles parce que ça nous paraissait important. Effectivement, moi, je suis d'accord avec vous, il faudrait en fait CM2, 6e, en fin de CM2, qu'il y ait une intervention qui soit faite sur qu'est-ce que la puberté, qu'est-ce qui se passe, et qu'il y ait un lieu en fait pour que les filles puissent en parler, même si elles ont leurs règles en 3e. Effectivement, en 4e, quand on questionne, elles sont quasiment toutes réglées. Mais enfin, je pense que c'est quand même important ce qu'on fait parce qu'elles ont jamais pu en parler. Et à la maison, souvent, c'est un peu tabou. Donc, je pense qu'effectivement, il faudrait qu'on puisse intervenir presque début de 6e, enfin, à un moment où vraiment elles vont rentrer dedans et où elles vont avoir plein de questions. Je suis d'accord avec vous. La CEA, alors en plus nous sur le centre de santé sexuelle, il est ouvert 2 jours par semaine, donc on essaye de faire au mieux, mais on n'arrive pas en fait à toucher ce public plus jeune, malheureusement. Après, dans les textes de l'éducation nationale, il est censé y avoir des séances d'éducation à la vie affective et sexuelle, et donc ça comprend au moment de la puberté, des séances sur la puberté, les règles, mais ça c'est à la discrétion de chaque établissement, malheureusement. Alors, il y a encore une question au fond. Alors, il y avait juste madame. Je me demandais si vous aviez déjà envisagé ou fait des ateliers avec des mamans ou des papas, enfin avec des parents. Non, sur les règles, on n'a jamais fait vraiment d'atelier. Après, moi, quand je fais des suivis de grossesse ou mes suivis postpartum, effectivement, c'est quelque chose que j'évoque, en fait, la reprise des cycles, etc. C'est le matériel, en fait, je l'ai toujours, moi, dans mon bureau de consultation. Donc, je leur montre, j'en parle, mais on fait pas d'atelier, en fait, vraiment sur ce sujet-là. Après, c'est peut-être quelque chose à étudier. On avait émis l'idée il y a 2 ans d'ailleurs de faire effectivement un atelier mère-fille ou parent-enfant. Le problème, c'est que voilà, comme ma collègue disait, comme on est ouvert que 2 jours par semaine et qu'on est prioritairement demandé sur les actions collectives, on a laissé tomber en fait parce qu'on n'avait pas le temps, on n'avait pas. Voilà. Donc, mais c'est quelque chose qui serait très utile et très intéressant à faire. Bonjour. Vous parliez du fait que l'éducation à la sexualité était laissée à la discrétion des établissements scolaires. Alors, je vous rejoins dans l'idée qu'effectivement, des enquêtes ont été menées et malheureusement, dans 15% des jeunes avaient eu des séances éducation à la sexualité durant leur cursus. Et c'est pour ça qu'en février de cette année, l'éducation nationale, parce que peut-être... voilà, il y a des associations aussi qui avaient déposé plainte et puis on a vu dernièrement ce que ça a donné. Voilà, le tribunal a reconnu que l'éducation nationale effectivement avait mis du temps puisque depuis 2001 ils étaient censés proposer ces 3 séances par niveau d'âge et par an. Donc il y a l'euro symbolique qui est demandé puisque maintenant il y a des textes qui sont
posées. Et donc, il y a tout un programme, effectivement. On est depuis la petite section maternelle jusqu'au lycée. On est sur l'éducation à la vie affective et relationnelle et sexualité à partir du second degré. Et pour revenir à la question d'Émilie tout à l'heure, effectivement, c'est plutôt cycle 3 déjà. Nous, éducation nationale, qu'on devrait pouvoir amener ces sujets-là dans les champs disciplinaires. C'est ça un peu l'esprit de la loi, que les professeurs formés, d'ailleurs on a commencé ici, Académie de Strasbourg, à former les enseignants, se saisissent de ces programmes. Et puis il y a aussi ces fameuses 3 séances dédiées où à l'interne on peut faire des séances et effectivement des partenaires externes comme vous, comme d'autres qui ont l'agrément peuvent intervenir. Donc c'est l'idée de travailler en synergie et de prendre conscience qu'effectivement on n'était pas bon et que là on espère que ça ira un peu mieux. Tout à fait, merci. Je rebondis sur ce que vous dites. Alors effectivement, depuis la maternelle, beaucoup de gens qui connaissent pas forcément se disent, oh là, à la maternelle on parle de sexualité. Non, dans les textes, c'est vraiment, et vous l'avez soulevé, l'éducation à la vie affective et relationnelle. Et ce qui va être en lien avec la sexualité, ça va simplement être le consentement et la notion de mon corps c'est mon corps, et même si je suis un enfant, j'ai le droit de dire non. Un adulte n'a pas à toucher mon corps si j'en ai pas envie. Voilà, ça va être juste ça à la maternelle. Je rebondis sur ce que vous disiez, l'Institut en début de CM, donc CM1, a dit qu'elle allait aborder la question à la réunion de rentrée. Je peux vous assurer qu'il y a des parents qui ont failli se lever et sortir de la salle. Voilà. Elle a dit, je ne sais pas comment je vais y aller, mais il faut que je le fasse. Et les profs de collège seront très contents que ça ait été abordé avant, parce que ce sera plus simple pour eux plus tard. Alors normalement en CM2, c'est le programme, il y a la reproduction dedans. Donc normalement, même si c'est pas fait en CM1 parce que c'est pas le programme, en CM2 normalement il y a la reproduction qui doit être abordée, souvent fait en fin d'année, je pense, et donc ça passe un peu à la trappe. Mais normalement ça fait partie du programme. Donc les parents, les enseignants ne font que suivre le programme. Et pour avoir fait une intervention dans un autre département en classe de CM2, ça déconstruit beaucoup de choses et plein de jeunes filles, de filles sont allées voir l'enseignante en disant en fait j'ai plus peur d'avoir mes règles. Et je pense que ça c'est vraiment quelque chose de très important. Donc il faut le faire fin de primaire, début de collège pour déconstruire tout ça. Alors c'est quelque chose qu'on n'a pas abordé, mais ça m'y fait penser ce que vous dites. Nous par exemple au collège, il y en a plus. Les élèves et les parents du coup ne sont pas prévenus en fait que quand on va intervenir, parce que déjà c'est dans le programme. Donc comme on prévient pas les parents quand on fait un cours de français, on va pas prévenir les parents quand on fait une action autour de la sexualité ou la vie affective et sexuelle. Et puis c'est surtout qu'avec ce public-là, s'ils le savaient, ils viendraient pas. On a déjà eu. Donc ça peut être aussi un argument de dire en fait on n'a pas forcément besoin de prévenir les parents puisque de toute façon c'est dans le programme. Bon, après à voir en fonction des publics, mais. Je suis pas certaine que ça se limite au REP+. Oui, effectivement. Effectivement. C'est la même chose, c'est pas prévenu avant. Mais parce qu'il y a beaucoup, en fait, les parents font l'amalgame, encore une fois, sexualité, masturbation et tout ce qu'on voit quand ils sont beaucoup plus grands. Ils se disent qu'on va l'aborder là, en primaire ou en maternelle, sauf que c'est pas le cas. Mais c'est un véritable problème. Alors justement, je vais aller complètement dans votre sens. On s'est rencontrés l'an dernier, on avait fait une visite avec des 3e de Solignac. Voilà, c'est pour ça. Et on attend votre intervention prochainement chez nous, donc en REP+. J'ai envie juste de faire une proposition, puisqu'on travaille beaucoup aussi en lien, on est en réseau, donc avec le cycle 3, donc le CM2, CM1, CM2, 6e. Il faudrait vous appuyer sur des espaces parents. Il y en a un au collège qui existe depuis 8 ans, une très belle réussite. Il y en a certains qui se mettent en place, on va dire aussi dans la cité éducative. Donc franchement, ce serait une porte d'entrée, parce que je pense que de pouvoir proposer pour, dédramatiser les interventions auprès des parents. Alors bien sûr, vous allez avoir les parents convaincus qui font partie des CA et qui sont toujours là pour la remise des bulletins et qui participent, etc. Mais leur voix porte autour et sème. Donc ça vaudrait le coup, je pense, mais on en reparlera peut-être plus tard. Et c'est une initiative qui existe dans tous les collèges ? Non. Non. Ah non, parce que c'est très lourd à porter. Là, on a quelqu'un de formidable, qui est notre assistante sociale, qui s'est lancée là-dedans. Mais non. Il y a déjà d'autres projets qui ont avorté, parce que c'est très très lourd à mettre en place. Okay. Voilà. Merci du coup pour l'information. Ouais.
Merci pour votre intervention. Moi, je rebondis un peu sur ce que vous disiez avec votre collègue. Moi, j'avais envie de vous interroger sur votre choix de la non-mixité pour vos interventions. Parce que je voulais savoir quelle était la plus-value, en fait, à séparer les filles et les garçons. Parce que c'est vrai, dans tout ce qui a été dit, on se rend compte que la transmission, en fait, des informations concernant le cycle menstruel est très genrée. Finalement, ce sont souvent les mères, et encore une fois, pas toutes, qui transmettent ça à leurs filles, bien souvent. Et on voit qu'il y a une méconnaissance de tous ces phénomènes, que les hommes, en fait, méconnaissent ce phénomène. Donc, je voulais savoir quelle était la plus-value à opter pour cette non-mixité. Alors, on a fait le choix de la non-mixité. Alors, en lien aussi avec les infirmiers scolaires des collèges où on intervient, c'est pas juste notre choix à nous. Le but, c'était qu'il y ait une parole qui soit plus libre, en fait, surtout pour les jeunes filles, parce qu'on s'aperçoit qu'en classe de 4e, souvent, les garçons prennent beaucoup de place, et que les filles, en fait... elles n'osent pas parler, en fait. Elles n'osent pas, voilà. Donc, on a fait ce choix-là pour qu'il y ait une parole plus libre et que ce soit moins jugeant et qu'elles puissent plus facilement, en fait, poser des questions. Après, ça dépend des niveaux de classe, ça dépend des publics. Il y a dans certains établissements dans lesquels on intervient, où là, pour le coup, on est en classe mixte. C'est plutôt souvent en 3e, d'ailleurs, il y a une maturité qui est un peu différente de la 4e, où on est en classe mixte, classe entière, et ça pose pas de problème. Mais voilà, on s'adapte aussi au terrain. Et moi, je voulais aussi vous interroger sur la présentation que vous faisiez de votre matériel pédagogique, notamment l'utérus, la vulve, etc. Et savoir comment c'était reçu au niveau par les élèves en classe de 4e, du coup. Alors, sur l'utérus, par exemple, c'est très bien perçu. Ça permet d'avoir quelque chose en 3D, hein, alors que les planches anatomiques, en fait, ils comprennent rien. Ils ont l'impression que l'utérus c'est un trou, que le vagin c'est également un trou. Enfin, c'est pas du tout parlant pour eux. Donc effectivement, ça sur l'utérus, je trouve que c'est plutôt bien accueilli et ça leur permet vraiment de comprendre ce qu'il en est. La taille d'un utérus, en fait, quand on n'est pas enceinte. Donc c'est des choses toutes bêtes, mais qui nous paraissent importantes. Ensuite, quand on a notre modèle de vulve et de clitoris. Là-dessus, c'est un petit peu plus... alors c'est toujours bien perçu quand on le présente, quand on en parle, parce que nous, on n'a pas de problème en fait à en parler et à montrer ce que c'est. Mais c'est vrai qu'au début, des fois, on a un peu... petit mouvement de retrait, et puis quand on leur dit mais en fait voilà, c'est de l'anatomie, là on est sur de la pure anatomie, et après finalement ils arrivent, c'est plutôt bien perçu. Nous, ce qui nous paraît important effectivement, c'est de pouvoir aborder qu'est-ce qu'un clitoris. Alors déjà on est assez surpris que c'est une génération qui sait pas forcément ce que c'est encore, à quoi ça sert encore moins. Ça nous paraît important aussi de parler de l'excision, parce que malheureusement, il y en a encore, de ce que c'est interdit. Donc là-dessus, ça nous fait une petite passerelle vers l'excision. Mais moi, je trouve que c'est plutôt bien perçu, plus que quand on venait aussi, nous, avec des planches anatomiques de vulve, où là, ça paraissait des fois un peu plus impressionnant pour eux. C'était pas... Après, ça passe par des détails, c'est-à-dire que déjà, on y va très progressivement. D'abord, on montre l'utérus, parce que ça, bon, c'est interne. Souvent, ils l'ont vu en planche ou en cours. Bon, il n'y a pas une charge émotionnelle très importante. Et puis, on arrive sur le clitoris. Donc ça, ils connaissent pas, ils sont curieux. C'est quelque chose qui est à l'intérieur, pareil, en tout cas en grande partie. Donc, et puis, progressivement, on arrive sur la vulve. Et là, oh là là, la vulve. Mais finalement, comme on a un peu dégrossi le terrain avec tout ce qu'on a montré avant, bah, ça passe plutôt bien. Et puis, c'est aussi que sur la vulve, on a fait le choix d'une couleur qui soit pas couleur chair, voilà, qui soit pas trop explicite, parce qu'elle existe aussi en couleur chair. Bon, on s'est dit violet, c'est quand même un peu plus, on n'allait pas la prendre verte, mais bon, voilà, pas couleur chair quand même. Bonjour et merci pour le thème. Je sais pas si je vais dire c'est une contribution, c'est pas une question de toute façon. Voilà, je voudrais savoir si vous êtes disposé ou alors disponible pour outiller des bénévoles de certaines associations sur toutes les connaissances que vous venez de nous donner là, afin qu'elles, je sais pas moi, que ces bénévoles deviennent des relais au niveau de... Parce que moi, franchement, je pense le plus important pour que ce message passe, qu'il
se vulgarise de plus en plus, c'est qu'il faut que les mamans soient outillées à la base. Parce que si les mamans commencent à en parler avec les petites filles le plus rapidement possible, elles seraient moins scandalisées en 6e, en 5e, lorsque vous venez leur présenter le sujet, en fait. Donc, moi, je suis bénévole, bien sûr. Je suis prête, puisque vous êtes des professionnels, vous avez forcément beaucoup de choses à faire, à venir vers vous, si vous le permettez, pour apprendre. Et puis, peut-être au niveau de l'association, m'entendre avec les responsables pour pouvoir rassembler les mamans souvent et leur en parler. Oui, vous avez tout à fait raison. Effectivement, ça passe aussi par ça, hein, lever les tabous, j'en parlais, c'est donner les informations pour que ces informations puissent être transmises et de fil en aiguille à des bénévoles, aux mamans, voilà, que tout le monde finalement ait les informations et puisse les transmettre. En fait, ce que vous nous demandez quelque part, c'est est-ce qu'on fait de la formation pour des formateurs, entre guillemets, c'est un grand mot. Alors c'est une question qu'on ne s'est jamais posée. Donc merci de nous la poser. Je ne sais pas ce que tu en penses, Anne-Sophie. Je pense que c'est une bonne idée. Après, sur notre emploi du temps hyper contraint du CSS... Centre de santé sexuelle, c'est ça. Pardon. Il faut voir comment on peut s'organiser, mais effectivement, je pense que ça pourrait être une bonne idée. Et effectivement, dans les associations, quand c'est par là que ça passe, enfin, de pouvoir déconstruire simplement dans le quotidien le tabou des règles. Effectivement, je pense que c'est une bonne idée. Ça. On peut en parler à la pause si vous le souhaitez. Bonjour, c'était plus une remarque. Ça fait aussi 2 ans, j'interviens dans les collèges, donc sur les mêmes thématiques, dans les 2 collèges où je suis, côté dans la ruralité. L'interrogation que je me pose, c'est donc l'éducation nationale. C'est là tout ce qui se passe avec le programme qui arrive, mais moi je me pose des questions sur les parents parce que c'est un réel sujet. Entre les levées de boucliers en disant vous avez pas parlé de ça, moi je suis animatrice jeune donc j'ai déjà eu des parents qui m'ont dit vous êtes qui pour en parler, ce type de propos, et avec des réalités de terrain où les jeunes ils se forment sur la pornographie. Enfin, c'est toutes ces questions-là. Les règles, j'en parle même pas. Moi, je récupère des 3e qui mettent des tampons 12 heures, qui dorment avec. Enfin, sur des pratiques où, alors oui, chacun a sa part de responsabilité, mais je pense que sur la parentalité, que ce soit papa ou maman, en fait, à des jeunes qui les infirmières scolaires, elles n'ont pas le temps d'accueillir. Moi, je suis sur un collège de 700. Et du coup, je me pose vraiment des questions sur la parentalité. On a déjà proposé des choses qui n'ont pas marché. J'ai fait des conférences avec une sage-femme pour parler de sexualité, de vie affective, juste avec les parents. Il n'y a personne qui vient. Enfin, c'est toutes ces questions-là où je me dis, d'accord, l'école a un rôle. Nous, éducateurs, animateurs, professionnels, on a aussi un rôle. Mais sur ces questions-là, moi, je cherche des outils ou des voies pour aller sur la parentalité parce que sinon, on va avancer. C'est compliqué, c'est des sujets. Effectivement, je suis d'accord avec vous. Et puis, l'école n'est pas là pour se substituer complètement au rôle de parent et à ce qu'un parent doit aussi amener un enfant. Donc, après, les groupes, les cafés parents, les choses comme ça, quand le thème est directement affiché, effectivement, nous non plus, on n'a aucune information. J'ai pas la solution pour déconstruire tout ça, mais effectivement, je pense que il faut remettre les parents dans leur rôle de parents et qu'est-ce qu'on doit transmettre à un enfant et que quand on n'est pas à l'aise, moi vraiment cette maman qui est venue me voir, elle m'a dit je ne sais pas en parler à ma fille, est-ce que vous pouvez la voir? Il n'y a aucun problème et je trouve que c'est une super démarche d'une maman de dire moi je sais pas faire, je suis pas à l'aise, mais par contre je vais chercher un relais ailleurs pour qu'elle ait l'information la plus fiable possible et pas sur les réseaux sociaux, etc. Mais combien de parents en fait font cette démarche-là? Moi, je parie sur l'avenir. En fait, je me dis, ok, les parents d'aujourd'hui, ceux qui sont pas déjà convaincus, on va jamais les convaincre. En fait, voilà, on va pas les changer. Mais par contre, le fait d'en parler à leurs enfants aujourd'hui, ces enfants-là un jour deviendront parents eux-mêmes. Donc, je me dis, voilà, peut-être que dans l'avenir, ils en auront déjà entendu parler. Bon, ça sera peut-être un peu moins tabou, mais après, les changements de mentalité, ça se fait sur plusieurs générations, malheureusement. Quand on est en REP, on a des cultures d'horizons complètement différents. Donc, tout l'intérêt aussi, c'est de travailler avec des interprètes, je pense, pour faciliter aussi la transmission, ne pas s'appuyer sur
une traduction éventuelle des enfants, enfin surtout pas, il ne faudrait pas les mettre dans cette position-là. Mais bon, santé, migration, je sais pas, il y a peut-être quelque chose à voir avec eux. Je pense que ça aurait un effet aussi, même si, sous forme de conférence dont on parlait tout à l'heure, s'il pouvait y avoir un relais dans ce sens-là, je pense que ça faciliterait aussi la fluidité de la communication. Ouais, et puis je pense qu'il faut que les mères soient convaincues en fait que c'est important d'en parler, qu'elles elles ont souffert de ce tabou-là et de pas. Oui, mais en parler en public, c'est compliqué. Non, mais pas forcément en public, mais c'est en semant des petites graines. Après, je trouve que dans les collèges, donc on intervient, il y a le dispositif Les Indispensables que vous avez. Bien sûr. Je trouve qu'il est hyper important parce qu'en fait, le fait d'avoir des distributeurs comme ça de protection hygiénique, enfin les garçons le voient, c'est pas quelque chose qui doit être caché, même si on l'étale pas. Et je trouve que tout ça, ça participe en fait à lever les tabous. Et ça, je trouve que c'est une initiative qui est quand même oui, intéressant. super. Ouais, c'est. Qui fonctionne bien d'ailleurs. Merci. Moi, je voudrais faire juste réagir justement sur la question de la parentalité. Est-ce que justement, c'est une expérience que j'avais eue professionnellement, mais sous forme d'atelier d'écriture ou d'atelier avec les parents pour aborder des sujets. Je prends l'exemple de l'excision, où là, je me suis retrouvée à co-animer avec une illustratrice, jadis naguère, un atelier, c'était en Belgique avec le GAMS Belgique. Et c'était un sujet qui avait réuni pas mal de mamans. Et justement, qui, elles, l'avaient subi et qui voulaient pas que ça se passe sur leur fille. Donc, est-ce qu'il y a peut-être se rapprocher de structures type CSC, sciences socioculturelles et voilà, je jette une graine. Oui, merci. Il y a plein d'initiatives, je pense, qui existent et qu'on pourrait même créer. Après, le champ est tellement vaste, on ne pourra pas tout faire, malheureusement, dans notre emploi du temps très serré. Mais l'atelier écriture, c'est un média en fait qui est intéressant parce que ça permet de mettre une distance. L'écriture, en fait, permet de mettre une distance avec le sujet. Et parfois, ça peut être plus facile d'en parler. Donc, merci en tout cas pour l'idée. C'est quelque chose qu'on garde en tête. Merci. Du coup, merci beaucoup. Merci pour votre présentation. Merci pour le temps des questions. Donc, le temps d'un petit switch technique, je vais avoir le plaisir d'accueillir Madame Daroucha pour la prochaine intervention, qui va nous présenter les actions, les initiatives territoriales pour lutter contre la précarité menstruelle.